Bienvenue à toutes et bienvenue à tous sur ce webinaire WordPress. Aujourd'hui, on va parler de WordPress évidemment, mais aussi de design. Et du coup, on lance cette première édition de webinaire orientée questions-réponses sur le design avec WordPress et avec Gutenberg. Alors, comme tous les webinaires bêteurs, on passe en général par une petite phase d'intro. Je vous prépare un support à chaque fois. Et puis ensuite, je vais vous donner deux, trois éléments clés pour voir un petit peu, pour vous aider à évaluer qu'est-ce qu'on peut faire avec WordPress et surtout quand vous voyez un site aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez évaluer sa faisabilité avec WordPress avec Gutenberg, notamment sur le volet design. Et puis après, on passera au point clé de ce webinaire particulier, donc la session de questions-réponses. Alors, on est parti. Avant de débuter, c'est bien de faire un petit point sur la question du design en général avec WordPress et aussi avec Gutenberg. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la question du design avec WordPress, il progresse, mais il y a encore pas mal de travail. Il y a trois éléments aujourd'hui qui me paraissent parfois bloquants. Le premier élément, c'est que en fait, autour de WordPress en général, il y a encore beaucoup de clichés. Et autour du design avec WordPress, il y en a beaucoup. Voilà, on fait que du template, etc., etc. C'est très fermé, c'est pas fait pour de la créa, voilà. Il y a quelques années, j'aurais pu dire OK. Et encore, quand je dis il y a quelques années, je parle plutôt de quelques années en mode 10-15 ans. J'aurais été OK. Aujourd'hui, beaucoup moins. Je veux dire, on est en 2025, ça fait quand même au moins 5 ans maintenant que Gutenberg est là. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Donc, on ne peut plus aujourd'hui venir avec ces clichés design liés à WordPress. C'est simplement juste plus possible, en fait. C'est presque une faute pro. Le deuxième élément, en fait, qui joue un petit peu en défaveur du design avec WordPress, c'est qu'il y a assez peu de curiosité, notamment sur la question du design avec Gutenberg et sur la question de Gutenberg. Donc, il y a eu un onboarding de la mise en place de Gutenberg qui n'a pas été forcément super, super bien géré. Mais à l'opposé, on n'a pas non plus une grande curiosité de l'écosystème sur cet outil-là. Voilà, il y a pas non plus beaucoup de gens qui l'ont testé au-delà de sa première version, qui l'ont testé sur des cas concrets et surtout qui ont accordé suffisamment de temps au test de l'outil pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Le dernier point, c'est que quand on veut progresser sur ces questions de design et de WordPress, en fait, ça demande de l'effort. Et évoluer, ce n'est pas confortable. En général, quand j'échange avec l'écosystème WordPress, notamment sur la question de Gutenberg, par rapport à d'autres builders, la question en tout cas la réponse qui sort assez souvent, c'est que on n'est pas encore passé avec Gutenberg parce que on a nos habitudes avec Elementor ou avec d'autres builders, c'est confortable. Il y a aussi des modèles économiques importants pour les acteurs qui sont en jeu, donc c'est difficile de changer. Voilà. Ces dernières années, avec Gutenberg, il y a de nouveaux paradigmes aussi qui ont été amenés sur la manière de vendre les projets, sur la manière de concevoir dès le design les projets, et forcément, évoluer sur ces questions-là. Ça demande de remettre en question tout ce qu'on pensait savoir, et ça, c'est compliqué. Donc, c'est un petit peu donc là, ça répond déjà à une première question qu'il y avait dans le chat, pourquoi Gutenberg et pas Elementor ou d'autres. En fait, pourquoi Gutenberg? Parce que il est natif, il est performant. Gutenberg, c'est aussi l'avenir de WordPress. On verra ça plus tard. Dans les roadmaps, c'est clairement l'avenir. Markup sémantique, performance, légèreté, ça évolue. C'est quelque chose qui est orienté éditeur et pas orienté confort de créateur de site. Ça, c'est mon gros point. Et puis surtout, c'est natif, il n'y a pas de licence à payer, c'est pas propriétaire. Donc voilà où on en est aujourd'hui avec WordPress et le design. C'est un petit peu problématique parce qu'aujourd'hui, notamment sur Gutenberg et sur la curiosité qu'il y a sur Gutenberg, en fait, c'est un problème parce que Gutenberg, c'est un volet important du futur de WordPress, en fait. Dans les roadmaps qui sont annoncés,
Gutenberg, c'est pas un petit side project où on se pose la question de on verra, on pousse si ça marche ou pas. C'est voilà, si dans les prochaines années, si pour celles et ceux qui veulent continuer à faire du WordPress, à développer des business avec WordPress, en fait, Gutenberg, on ne peut juste pas passer à côté. Et là, ça fait 5 ans qu'il est disponible. Si, pour ceux qui souhaitent encore attendre 5 ans, bah, ça fera 10 ans de train qui seront passés. À rattraper, ça risque d'être très, très compliqué. Donc, vaut mieux s'y mettre maintenant, tant que le niveau de maturité est encore absorbable, on va dire. Alors, petit détour, vous pourriez vous demander qui est-ce que je suis pour parler de ça, pour parler de WordPress et surtout pour parler de design avec WordPress. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Geoffrey Roum, je suis designer. Je travaille dans le secteur depuis 14-15 ans. Je travaille avec Gutenberg dès la bêta. Euh, En termes de profil, j'ai un profil donc, de designer de métier qui pratique aussi le code. Euh, aujourd'hui, je travaille sous le nom Better, mais dans l'écosystème WordPress, j'ai fondé et dirigé une agence WordPress pendant 11 ans qui s'appelait Fantassin. Et du coup, bah, Gutenberg, je travaille ce sujet-là de Gutenberg dès la bêta. Donc, dès la bêta, à l'époque, sur l'agence, on avait commencé à développer le design avec Gutenberg uniquement. On faisait pas d'autres builders. On avait abandonné les builders, les builders ACF les builders, comment dire. On avait abandonné les interfaces qu'on construisait à la main avec ACF. Donc ça se fait encore beaucoup aujourd'hui. Et on était passé sur du full Gutenberg. Donc voilà. Mon profil, donc designer qui fait de la strat et qui code, c'est aussi un profil intéressant quand on parle de WordPress et Gutenberg. Ça m'a permis de développer avec le temps une pensée design qui se raconte. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et pourquoi un design qui se raconte? Parce qu'un design qui se raconte, c'est un design qui s'intègre beaucoup mieux techniquement et qui se vit beaucoup mieux pour nos utilisateurs, ou déjà pour nos contributeurs et ensuite pour les utilisateurs. Et le dernier point, donc ça c'est une des grosses raisons de mon pourquoi Gutenberg, c'est qu'aujourd'hui je considère Gutenberg comme un pont entre les métiers, parce qu'en fait la manière dont Gutenberg est conçu correspond aux différents paradigmes de conception qu'on utilise. Voilà, Gutenberg, ça fonctionne avec des blocs comme des briques Lego. Bah, ça tombe bien en design, en fait, ça fait quelques années, quelques années, ça commence à faire maintenant, mais on travaille en atomic design, on a des design systems, même si le design system appliqué à WordPress, il faut un petit peu resituer les choses. Appliqué à WordPress, on parlera plus de guide de style euh, en termes de design system. Donc ça, c'est pour la partie design. Sur la partie développement, bah, développer des modules et maintenir des modules, ou en tout cas le développement modulaire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en termes de développement moderne. Et le dernier point, le dernier métier, je trouve, qui est connecté, dernier métier du triptyque que Gutenberg connecte, c'est le contenu, en fait. Donc, ça concerne directement nos contributeurs. Aujourd'hui, c'est une interface, en fait, qui permet à nos contributeurs de se concentrer sur leur métier. Et les contributeurs qui sont nos clients, leur métier, c'est pas de faire, c'est pas de créer des sites, en fait, c'est de créer du contenu sur leur business qui sert l'objectif de la page sur laquelle ils sont en train de créer, de travailler. Donc, ils sont ni web designer, ni webmaster, etc. Ce sont nos clients, des contributeurs. Et en ça, Gutenberg fait très très bien le pont entre ces trois interlocuteurs. Voilà. Donc Gutenberg, je le pratique aujourd'hui de trois manières différentes. La première, c'est avec des productions pour mes clients. Donc ça part de la stratégie jusqu'au suivi, sur des thèmes full site editing qui sont soit en sur-mesure partielle. Donc le sur-mesure partiel chez moi, c'est une base de 2025 et ensuite on vient faire de la customisation, ou bien qui sont en sur-mesure complet, donc sur des thèmes sur mesure de zéro, le classique. Sur Gutenberg, je fais aussi de la formation et je propose du backup pour les agences. Donc, j'accompagne les agences notamment sur la Gutenbergisation, on va dire, de leur process, sur la formation design auprès des équipes design, sur la mise en place de stacks et de modes de conception qui soient communs entre le design et le dev et la tech, et sur du support en avant-vente pour mieux vendre
du Gutenberg et aussi sur du support pour produire un petit peu mieux du Gutenberg. La dernière manière dans laquelle, en tout cas ma dernière manière de travailler au quotidien avec Gutenberg, c'est aussi avec ma masterclass. Donc c'est une formation en ligne, plus de 10 heures de vidéo, vous avez un template Figma, un template starter, et l'idée c'est d'apprendre à designer avec Gutenberg et pas pour Gutenberg, mais bien avec, tout en designant de manière rationalisée, mais en ouvrant aussi la porte à beaucoup de sur-mesure. Donc voilà, c'était la petite intro de rigueur. Passons maintenant au cœur du sujet, le design avec Gutenberg. Avant d'attaquer la session de questions-réponses, je vous ai préparé quelques éléments clés. Alors, premier élément, en fait, avant de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire en design avec WordPress et avec Gutenberg, la première question, c'est sur un site, est-ce que j'ai vraiment besoin de WordPress? On n'a pas toujours besoin de WordPress, tout comme on n'a pas toujours besoin d'un CMS ou quoi que ce soit. Donc déjà, question 1, par exemple, est-ce que je travaille sur un one page ou est-ce que je travaille sur un site complet? De temps en temps, un one page qui peut être temporaire peut être fait en dur, entre guillemets, plutôt que être poussé avec un CMS juste pour une page. Voilà. C'est encore des solutions qui sont largement viables aujourd'hui. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le projet sur lequel je travaille, il a vraiment besoin d'un back-office? Quel rythme de mise à jour on a? Surtout quel volume de mise à jour on a? Et est-ce qu'on a besoin d'un back-office? Est-ce qu'on est sur un site de contenu ou est-ce qu'on est sur un site full expérience? Donc déjà là, on répond à une partie des questions qu'il peut y avoir plus tard. Tous les sites full expérience visuelle, WebGL, full WebGL, etc., full immersif, sur lesquels en fait il n'y a pas de back-office, en fait, j'ai envie de dire pourquoi WordPress, mais pourquoi aussi n'importe quelle autre solution? Pourquoi on mettrait Drupal? Pourquoi on prendrait Webflow? Sur ce genre de site expérience, de toute façon, WordPress n'a pas vocation à être là, parce que le site expérience n'a pas vocation à vivre de la même manière qu'un site de contenu. Donc là, déjà, on balaye pas mal de questions potentielles. La dernière question sur ce premier point, c'est quelle est la durée de vie du projet? En fait, à partir du moment où on embarque WordPress ou n'importe quel autre CMS, il faut se poser la question de la durée de vie du projet. Est-ce que c'est un site qui est destiné à vivre longtemps? Si c'est un one page qui est juste là pour une campagne et qui va mourir ou être supprimé plus tard, en fait, ni WordPress ni aucun autre. En fait, on fait un site à l'ancienne, entre guillemets. Par contre, si c'est un projet qui a de l'ambition en termes de contenu, qui a besoin de back-office et qui en plus correspond à des enjeux moyen-long terme d'une entreprise, là, en fait, la question devient intéressante à se poser. Voilà, donc principe numéro 1, avant de voir ce qu'il est possible de faire avec WordPress, il faut vraiment se poser la question, est-ce que WordPress est vraiment le bon choix pour le contexte du projet que je suis en train d'explorer? Deuxième principe, pour vraiment bien comprendre ce qu'il est possible de faire avec WordPress, c'est avoir quelques bases sur WordPress et sur la manière dont ça fonctionne. Donc, la base, le socle 0, le socle de tout premier niveau, en fait, qu'on devrait tous savoir quand on parle de WordPress, c'est de savoir ce que font ces 4 éléments que vous avez à l'écran. Qu'est-ce que fait le core, qu'est-ce que fait l'éditeur, qu'est-ce que fait les plugins et qu'est-ce que fait le thème. Pourquoi est-ce que c'est important d'identifier qui fait quoi? C'est qu'en fait, quand on va analyser un site pour voir s'il est faisable ou pas, assez souvent, les gens vont dire oui, il y a de l'animation, donc en fait, ça ne marche pas avec WordPress. En fait, savoir qui fait quoi dans le système, ça permet de savoir que, OK, il y a de l'animation. L'animation, c'est du rendu graphique, ça concerne le thème. Si on est sur du thème sur mesure, on peut donc faire des sites avec tout plein d'animations avec WordPress. Tout simplement parce qu'on connaît exactement la responsabilité qui est concernée. Donc, pour rappel, le core, il est responsable des fonctions natives. Donc, il vous permet dès le début de gérer les pages, les articles, les utilisateurs, les médias, etc. L'éditeur, donc dans notre cas, Gutenberg, c'est l'outil qui vous permet de mettre en page et de mettre en forme les contenus, et aussi les templates avec le full site editing. Vous avez les plugins qui, eux, sont là pour rajouter des fonctionnalités
qui sont non natives ou qui sont là pour ajouter des fonctionnalités qui correspondent à des règles métiers spécifiques. Donc là, on irait plutôt sur du plugin sur mesure. Et ensuite, le thème. Et souvent, c'est là que vient la confusion. Souvent, quand les gens parlent de site WordPress, en réalité, ils parlent de thème, ils parlent du visuel. Donc, le travail du thème, c'est d'assurer le rendu graphique du site et d'assurer le rendu comportemental. Donc, micro-interaction, animation, etc., etc. Donc, tout ce qui est CSS, JavaScript, etc., ça va se placer dans le thème. Voilà. Ça, c'est le deuxième principe, savoir qui fait quoi. Ça permet de résoudre beaucoup, beaucoup de questions. Le dernier principe, c'est, donc on est toujours dans la logique de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec WordPress? En fait, jusqu'où on peut aller créativement? Ben, en fait, le troisième principe, c'est de ne pas céder au mythe et d'explorer soi-même, en fait. Déjà, c'est de se poser la question dans le mode quel est le meilleur choix pour mon client, pas pour moi. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à changer dans l'écosystème. Ensuite, c'est quand on se pose la question qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, il ne faut pas confondre cette question avec qu'est-ce que moi je pense qu'on peut faire basé sur mon expérience WordPress, sur ma technicité WordPress, sur ma créativité WordPress. Ça c'est le piège principal. C'est assez souvent quand on se demande ce qu'on est capable de faire avec WordPress, ben, on part de notre expérience à nous. Et ça, c'est le biais le plus dangereux qu'on puisse avoir. Le troisième point, c'est de se poser la question de la valeur générée, en fait. Euh, on se pose la question de qu'est-ce qu'il est possible de faire créativement, mais en fait, c'est aussi intéressant d'explorer la question de qu'est-ce qu'on arrive au-delà de la créa, qu'est-ce qu'on arrive à générer en plus. Ça peut être de la productivité et donc de la qualité, ça peut être de la maintenabilité et ça peut être de la réactivité et de la cohérence. Donc, productivité, qualité, ça va servir notre client et aussi nous. Maintenabilité, pareil. Et réactivité, cohérence, notre client et puis nous, créateurs. C'est toujours les deux, sur la valeur générée, il faut qu'il y ait toujours les deux interlocuteurs qui soient impliqués ou en tout cas qui soient concernés, sinon on a un déséquilibre. Voilà. Enfin, la clé, pour moi, si on veut comprendre ce qui est imaginable avec WordPress et avec Gutenberg, c'est d'avoir suffisamment fouillé et suffisamment compris ces outils, les connaître suffisamment, voilà, donc Gutenberg, en fait, pour savoir ce qui est possible de faire avec. Il faut connaître quelques éléments fondamentaux, c'est comment ça marche avec la grille, quels sont les blocs natifs, quelles sont leurs options de base et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ces options. Une fois que vous avez la réponse à ça, vous avez une capacité d'analyser n'importe quel site du marché et de voir si c'est possible de le réaliser avec WordPress, avec Gutenberg ou pas. Et vous avez, étant donné que vous cultivez votre veille sur la créativité avec WordPress, vous avez la possibilité de facilement proposer des choses beaucoup plus créatives à vos clients. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de passer aux questions. Donc, place aux questions que vous avez. Vous pouvez les poser soit directement en parlant, en activant votre micro, soit vous pouvez, les poser dans le chat et puis je les lirai et je ferai en sorte d'y répondre. On avait déjà une première question, donc pourquoi Gutenberg et pas Elementor? Donc ça, j'y ai répondu. Est-ce que tu peux décrire ton workflow pour designer avec Gutenberg et les outils que tu utilises? Ça, je vais y venir. Je vais juste attendre d'avoir quelques questions sur qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et puis là, on est dans une question qui est beaucoup plus pratico-pratique, donc je la garde pour un petit peu plus tard. Donc il y avait une question, Grégoire, peux-tu développer pourquoi guide de style plutôt que design system? Alors, la différence entre un guide de style et un design system. Donc c'est une confusion qui se fait beaucoup. Dès qu'on voit des UI kits ou des choses comme ça, en réalité, ce sont des UI kits ou des guides de style. On a tendance à les appeler design system, mais c'est faux. Pourquoi? Parce qu'un design system, c'est quelque chose de beaucoup plus global. En fait, un design system, c'est un ensemble de documentation qui va intégrer
des UI kits, des guides de style ou de la documentation graphique, mais ça va aussi intégrer de la documentation technique, ça va intégrer de la documentation sur les process, de la documentation sur la collaboration. Et en fait, le design system, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, en fait. Tandis que le guide de style, c'est purement graphique. Et aujourd'hui, ce qu'on fait avec WordPress, même si on appelle tout ça du design system, ce n'est pas du design system, c'est du guide de style. Donc, on appelle ça design system parce que c'est le mot un petit peu plus à la mode et parce que ça se vend mieux. Mais la réalité, c'est qu'on fait du guide de style et pas du design system. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, bien sûr, vous pouvez compléter, n'hésitez pas. On a Thomas, comment gérer la partie édition de texte de poste par le client sans impacter le design avec Gutenberg? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que votre client, il peut, comment dire, il a accès à la même interface Gutenberg que vous. Par contre, cette interface Gutenberg, on peut la configurer. Donc, il y a toujours la question qui se pose, est-ce que je peux verrouiller suffisamment les choses pour que mon client ne casse pas mon design? Donc là aussi, parfois, c'est une réflexion qui est un petit peu ancienne, parce qu'un client qui a investi dans un site, déjà, ne veut pas casser le site. Le client préférera vous appeler plutôt que de risquer de tout casser, en fait. Donc, les clients n'ont aucune intention de casser le site. Le deuxième point, c'est que donc avec Gutenberg, vous avez le theme.json. Et en fait, dans le theme.json, on est capable de configurer quelles sont les options de Gutenberg qui sont disponibles ou pas. Donc aujourd'hui, par exemple, ça me permet de rebondir sur une partie de la première question, sur le workflow de design. Aujourd'hui, moi, par exemple, sur mes projets Gutenberg, ce que je laisse à disposition de mes clients, c'est le choix de la typo, donc de la famille de typo. C'est le choix de la taille, c'est le choix des couleurs et des bordures. Et encore, sur les bordures, il y a des choses en CSS que je verrouille pour éviter qu'on ait des épaisseurs de bordure qui partent dans tous les sens. Voilà. Le Gutenberg permet de gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que ça. Et moi, par exemple, c'est les 4 choses que je laisse à la gestion de mon client. Et ça suffit largement. Et le deuxième point, effectivement, comme le dit Grégoire, donc je vais compléter, on peut aussi jouer avec les filtres et cacher, activer des réglages selon les rôles. Après, moi, je ne le fais pas parce que je considère que je dois avoir la même expérience de contribution que mes clients. Sinon, je ne vais pas être capable de comprendre suffisamment bien leurs besoins pour leur proposer l'interface qui va bien. Ouais. Donc, je garde juste ces 4 réglages. Et puis, ça se passe très bien. Donc, c'est Thomas qui avait posé cette question. Est-ce que, Thomas, c'est une réponse qui te convient? Ou est-ce que tu souhaites que je développe sur autre chose? N'hésite pas. Prendre le micro aussi. Hello, ce sera plus simple par micro, effectivement. C'était par rapport aussi, donc du coup, la réponse me convient, mais j'aimerais également que tu puisses développer un petit peu sur par exemple, moi, j'utilise le custom post type, et du Ouais. coup, est-ce qu'on va utiliser ça aussi avec Gutenberg ou pas du tout pour pouvoir permettre au client de modifier en fait ce qu'il peut modifier au niveau textuel, quoi. Alors oui, moi, c'est Gutenberg utilisé pour tous les types de postes, donc articles, pages, CPT. Après, de toute façon, l'éditeur de bloc est aussi disponible pour les templates. Donc, quand tu parles d'un type de poste particulier comme un CPT, bah, de toute façon, tu vas gérer les templates de ce CPT avec l'éditeur de bloc, en fait. Et assez souvent, ce que tu vas faire pour ne pas impacter le design, donc, c'est-à-dire pour ne pas impacter la création design originale, c'est que bah, la majorité des choses, en fait, vont passer dans le template. En fait, donc la mise en page structurelle d'un contenu, ça va être géré dans le template. Ça, c'est que les admins qui y ont droit, donc potentiellement toi, en tant que créateur du site, et ton client. Moi, mon client, en fait, mon client, je livre plusieurs niveaux d'accès. Je livre un accès admin, forcément, parce qu'un client qui achète un site doit en être administrateur.
Par contre, c'est un accès que mes clients n'utilisent pas. Ils le gardent, ils l'ont pour être propriétaires du site, mais tous les utilisateurs côté client sont éditeurs. Donc, ils n'ont pas accès à l'édition des templates, tout simplement parce que s'il y a un template qui est édité par quelqu'un d'autre que moi, ça peut très bien se faire, hein, ça se trouve, ça peut très, très bien se passer, mais si à un moment, il y a un truc qui saute, l'idée, c'est que quand il y a quelque chose qui saute, il faut réussir à définir les responsabilités pour savoir qui répare et dans quelles conditions. Et en fait, en général, le fait d'avoir l'accès admin pour mes clients, mais de ne pas l'utiliser, ça leur garantit que s'il y a quelque chose qui cloche au niveau du template, c'est moi qui m'en occupe. Donc, c'est au niveau du template que je m'occupe de sécuriser l'intention design. Et après, c'est dans l'intégration de mes blocs Gutenberg que, notamment en CSS, que je fais en sorte d'anticiper les choses, les espacements, les contextes dans lesquels les blocs s'imbriquent, voir si ça déclenche d'autres rendus visuels, etc. C'est ce que j'appelle le scripting design. Donc, c'est quand on design une interface, en fait, ou quand on design un rendu visuel, en fait, on design aussi la manière dont ce rendu visuel se déclenche. Parfois, c'est au clic parce que l'utilisateur sélectionne une action, mais parfois, ça peut aussi être par un contexte. Par exemple, un bloc qui a un rendu visuel différent sur une page et sur un article. Donc, c'est un contexte de template. Mais on peut aussi avoir un bloc qui a un rendu différent. Par exemple, un média et texte qui passe le média au-dessus et le texte en dessous quand il est dans une colonne. Ça, c'est un autre type de contexte qui déclenche une exception visuelle. Je ne sais pas si du coup le complément te convient. Parfait, super, merci beaucoup. Donc je vais revenir sur la question de Paul aussi, donc sur le workflow pour designer avec Gutenberg. Donc les outils que j'utilise et les outils, donc les outils très simples, hein, Figma, quelques extensions, Stark pour l'accessibilité, une extension pour faire des scales de taille de typo, l'extension Tailwind pour générer des palettes de couleurs. Et puis l'extension Splash, et puis grosso modo, on y est. Voilà, donc Figma. Et puis après, le process. Donc le process de design, c'est celui que je décris dans la masterclass. Il y a la partie DA, projet. En termes de design, il n'y a pas de limite. Là, c'est de la pure recherche. Et dès que la partie de direction artistique du projet est validée, là, je commence à rationaliser le design. Donc, c'est-à-dire mise en place des variables pour les tailles de typo, mise en place des styles pour les typos, mise en place des variables de couleurs, mise en place des variables de couleurs pour les statuts aussi, mise en place des variables et des composants de grille, d'espacement. Et après, je commence à décliner, à créer mes composants, etc. etc. Et c'est comme ça que ça avance. Il y a toujours une partie de rationalisation qui se fait au fur et à mesure du projet, mais qui cohabite toujours avec de la créa qui peut être sur mesure. Parce qu'au final, plus on rationalise les choses, en tout cas mieux on définit le territoire pour l'expression design sur mesure. Voilà. Paul, si ça répond à la question, tu peux me faire signe, soit dans le chat, soit en activant ton micro et en me disant. Il y a une question d'Adrien, mais qui est extrêmement longue à lire. Donc, Adrien, si tu peux, active ton micro pour me poser la question, parce qu'elle est extrêmement, extrêmement longue. Hello. Oui, merci Geoffrey. En fait, je débute un peu avec Gutenberg et je commence à mettre un peu les mains dans le cambouis. Et du coup, je trouvais que éditer les styles un peu dans le JSON, dans le theme.json, parfois c'était un petit peu galère. Et en fonction de certains cas, c'est un petit peu délicat quand on doit avoir des cas un petit peu spécifiques. Et je trouvais que parfois, c'était un peu compliqué à bien identifier où éditer le style. Et j'ai fait quelques tests et je trouvais que en éditant directement dans du CSS, c'était plus facile. On pouvait aller un petit peu plus loin. Ouais. Du coup, voilà, je voulais voir un peu, je me posais la question, toi, comment tu gérais ça? Est-ce que tu faisais un max de trucs dans le theme.json comme apparemment c'est recommandé, ou alors tu modifies directement dans le CSS?
Ok. Alors pour ma part, je ne fais pas un max de trucs dans le thème.json. L'intérêt de styliser dans le thème.json, c'est que le style, tu vas aussi le voir sur l'interface d'édition des pages. Donc quand tu es dans Gutenberg, tout ce que tu as stylisé dans le thème.json, bah, tu vas le voir. Donc tu vas être en mode, j'ai une fidélité visuelle accrue entre le back-office et ce qui est rendu en front. Pour moi, c'est tout l'intérêt de tout éditer dans le thème.json, parce qu'effectivement, faire du CSS dans le thème.json, quand on commence à faire du CSS avancé, à mon sens, ça ne fonctionne pas, c'est pas fait pour. Donc en fait, moi, pour savoir le style, si je le mets dans le thème.json ou dans du style, dans du CSS, la question que je me pose, c'est jusqu'où est-ce que je veux une fidélité entre le back-office et le front-office. Aujourd'hui, voilà, ça fait un peu plus de 5 ans que je fais du Gutenberg maintenant. J'ai jamais eu aucun client qui a été mécontent parce que le back-office n'est pas 100% ISO graphiquement avec le front. C'est une non-question, en fait. Pour moi, la majorité des gens s'en fichent. Donc, pour moi, ce qui est important, les éléments ISO qui doivent être importants, c'est typo, couleur. Après, le thème.json me sert à déclarer toutes les variables CSS que je vais utiliser, enfin, toutes les variables que je vais utiliser en CSS plus tard. Mais voilà, j'ai tendance à vite passer à la stylisation sur un fichier CSS plutôt que dans le thème.json, même si ce n'est pas recommandé. C'est simplement que je trouve qu'à un moment, se prendre la tête dans le thème.json par rapport à la valeur ajoutée que ça rapporte en termes de c'est pareil en back-office et en front, on perd du temps en fait. Pour moi, la valeur n'est pas là. À partir du moment où on a le minimum qui correspond entre le front et entre le back et le front, on est OK et le reste, je passe dans le CSS. Sachant que ça, c'est la méthode de base. Je fais aussi ça parce qu'on peut aussi, dans l'éditeur, charger du style. Donc, c'est-à-dire, tu peux, dans l'éditeur, dans Gutenberg, quand tu es en back-office, tu peux charger le style d'un CSS. Et du coup, de cette manière-là, tu peux avoir du 100% ISO entre le back et le front. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que c'est pas, encore une fois, j'estime que ce n'est pas là-dedans qu'il y a la valeur apportée pour mon client, en fait. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour ta réponse complète. Et ouais, je suis plutôt aligné avec ce que tu dis par rapport à la valeur ajoutée. Ok, parfait, merci. Super, merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Hello, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Bonjour. C'est Paul. Merci déjà pour ta réponse de tout à l'heure. Quand tu parlais des différentes extensions que tu utilisais, c'était des extensions de Figma, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Des extensions dans WordPress, il y en a très peu. Assez souvent, c'est une extension de cache. Vous choisirez celle que vous souhaitez. Une extension de compression d'image. Donc, j'ai cache compression d'image. Souvent, une extension SMTP, une extension de formulaire. Donc là, ça fait 4. De temps en temps, une extension de sécurité. Là, pareil, il y en a plein sur le marché. Donc, on choisit celle, j'allais dire celle qu'on préfère, mais pas du tout, celle qui correspond aux besoins clients. Sécurité. Et puis après, éventuellement, des extensions personnalisées si on a des besoins métiers qui sont spécifiques. Ok. Et juste dernière petite question, au-delà au-delà du design avec Gutenberg que tu proposes dans ta formation, est-ce qu'il y a déjà des ressources gratuites pour pouvoir commencer quand on part de zéro? Commencer, c'est-à-dire? Pour commencer à Ah, bosser avec Gutenberg, parce que du coup, moi, je fais du dev back et Gutenberg, je n'utilise pas du tout. J'utilise Timber aujourd'hui. Et alors, quand tu parles de commencer, c'est commencer en design dans Figma? en design, dev, pour comprendre le fonctionnement de Gutenberg, en fait. Surtout. Alors, pour comprendre le fonctionnement, il y a sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle Designer avec
WordPress pas si compliqué que ça. Et du coup, c'est un meet-up que j'avais donné et enregistré, dans lesquels en fait tu pourras découvrir la manière dont on peut designer, avec Gutenberg en fait. Ok. Donc normalement avec cette vidéo, elle est disponible publiquement, donc tu auras déjà une petite idée de comment ça fonctionne. Et sinon, sinon tu peux revenir vers moi. Ok. Merci. De rien. Y a-t-il d'autres questions? La chaîne YouTube de Geoffrey est top, il y a des lives super intéressants. Merci Adrien. Alors, bon, je vois que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je vais utiliser celle qu'on m'avait envoyée par email, donc il y en avait plusieurs. Il y avait une question, est-ce que Gutenberg est adapté pour du web créatif? Donc, j'y ai partiellement répondu tout à l'heure. Il faut définir ce que c'est le web créatif. Pour certains, le web créatif, ça va être des sites d'expérience immersive, en fait, avec du WebGL dans tous les sens, etc. Pour ça, à mon sens, Gutenberg, WordPress, pardon, mais n'importe quel autre CMS, d'ailleurs, c'est pas fait pour. Parce qu'en fait, l'objet de ce site-là, quand on fait du full expérience, en fait, c'est de proposer une expérience. C'est pas de proposer un site où on va gérer de l'éditorial. Donc, dans tous les cas, ces sites-là ont rarement besoin d'un back-office. Donc, pourquoi mettre un CMS, que ce soit WordPress ou un autre? La deuxième définition qu'on peut avoir de site créatif, c'est des sites avec des animations et des micro-interactions dans tous les sens. Donc des parallaxes, des transitions de page, des animations au survol, au changement d'état, etc., etc. Dans ce cas-là, en fait, WordPress convient totalement pour la raison que je vous avais indiquée tout à l'heure. À partir du moment où on sait qui fait quoi dans WordPress, en fait, on sait que tout ce qui est animation, micro-interaction, transition de page, c'est la responsabilité du thème, en fait. Donc, la réalité, c'est que ce n'est pas WordPress qui va vous empêcher de faire des animations, des transitions de page, etc. C'est deux choses. Soit la compétence technique, donc soit vous ne pourrez pas faire ça parce que vous n'avez pas la compétence technique de coder ces choses-là dans le thème, soit en fait, c'est le budget du projet. Vous n'avez pas le budget suffisant pour passer du temps à faire des animations, des micro-interactions, des transitions, des trucs complexes. Voilà. Mais en fait, à aucun moment, WordPress n'est un frein sur ces cas-là, parce que la responsabilité des animations, micro-interactions, transitions, tout ça, c'est dans le thème. Et à partir du moment où vous codez vous-même le thème, les limites, c'est soit vos limites, soit les limites du contexte du projet. Voilà. Donc, il y avait une autre question, comment utiliser GSAP avec Gutenberg. En fait, vous pouvez charger GSAP, soit comme une dépendance, par exemple, et vous pouvez utiliser GSAP avec Gutenberg. Donc ça va se passer de nouveau au niveau de la création du thème, au niveau du code du thème. Ça va se passer là-dedans. Mais c'est pleinement compatible. Et après, faut-il passer par des blocs custom pour faire des blocs créatifs? Pas forcément. Quand on analyse des sites en fait, du marché, l'élément que je soulevais tout à l'heure, c'est pour voir si un site créatif, ou en tout cas pour voir ce qu'on est capable de faire en créa avec Gutenberg, c'est important de connaître Gutenberg, ou avec WordPress, c'est important de connaître Gutenberg, les blocs natifs, comment ils fonctionnent, quelles options ils ont. Et en fait, à partir du moment où on a cette connaissance de base qui est suffisamment appuyée, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, 60 à 80% de ce qu'on voit sur les sites, on peut le faire avec du natif. Et quand on doit faire du bloc custom, du bloc personnalisé, donc sur du bloc personnalisé, on va dire assez classique, moi, ce que je conseille, c'est de les faire avec ACF. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bloc custom fait en React pose la question de la dépendance technique à React. React, aujourd'hui, fait partie des sujets sur lesquels, en fait, on a beaucoup de gens qui disent faire du React, mais qui, au final, n'ont pas un niveau suffisant pour faire toujours ce qu'on a besoin de faire en React. Ça pose aussi, quand on fait des blocs custom en React, ça pose aussi la question de la maintenabilité. Donc, une fois qu'un bloc est sorti, il faut pouvoir le maintenir. Donc, est-ce que dans votre équipe, avant de faire des blocs custom en React,
est-ce que vous avez une vraie compétence sérieuse en React qui est capable de créer et de maintenir surtout? Et si cette compétence, cette personne, au bout d'un moment, je ne sais pas, est malade ou quoi que ce soit, ou elle part, est-ce que vous avez une dépendance dangereuse? Si la réponse est oui, faites du ACF et arrêtez avec ces questions de React. Rappelons qu'on fait des sites web, on ne fait pas de la chirurgie cardiaque. Donc, on peut travailler. Si on travaille avec ce qui fonctionne très bien, c'est déjà top. Voilà. Donc, Emmanuel, pourquoi Gutenberg et pas Elementor? Donc, j'y répondais tout à l'heure. C'est natif, c'est open source, c'est pas propriétaire, ça sort du HTML sémantique et léger. Et puis, c'est une solution qui n'est pas pensée que pour les créateurs de sites, mais aussi pour les éditeurs de sites. Pour ma part, je travaille pour mes clients, je ne travaille pas pour mon confort à moi. Et pour des raisons techniques, de performance et d'expérience, en fait. C'est aujourd'hui, moi j'estime que Gutenberg, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, voilà, c'est ce que je disais en intro, il n'y a pas eu un onboarding de Gutenberg très, très convaincant. Donc ça veut dire que pour vraiment se rendre compte de ce qu'on peut faire avec cet outil, il faut plonger dedans. Et assez souvent, on ne plonge pas dedans parce que ça prend du temps et ça amène à devoir revoir un petit peu sa manière de faire, sa manière de vendre, etc. Donc, des discussions que j'ai, c'est assez souvent ça qui ressort, la raison principale de pourquoi on reste sur Elementor, par exemple. Mais en tout cas, c'est les raisons que moi j'invoque pour rester sur Gutenberg. La dernière raison, c'est que Gutenberg, c'est une grosse partie du futur de WordPress. Donc, en fait, il y a un moment, il va falloir y passer. Donc, autant y passer maintenant. Y a-t-il d'autres questions? Alors, vous pouvez activer les micros, poser des questions, hein, bien sûr. Ouais, moi j'en ai une. Oui. Oui. Comment? Alors bon, moi je travaille avec une extension en fait qui s'appelle GreenShift. Je sais pas si tu as déjà entendu parler ou utilisé. Bon. Alors c'est pas une surcouche de Gutenberg en fait parce qu'ils se basent de toute manière sur les blocs natifs. Ouais. Après ils ont toute une librairie de blocs et notamment ce qu'ils ont appelé Greenlight qui est en fait un bloc nu sur lequel en fait on peut attribuer n'importe quelle balise HTML. Ouais. Donc, alors le premier bloc c'est une div, mais on peut lui attribuer la balise section, la balise span, la balise nav, etc., etc. Et en fait dans leur module ils ont toute une partie qui s'appelle le stylebook qui permet notamment l'intégration de variables en automatique. Il y a aussi un plugin Figma qui permet en fait d'exporter automatiquement de Figma dans WordPress via GreenShift. C'est assez performant. Et ma question en fait c'est comment tu ferais toi pour constituer une bibliothèque de composants dans Gutenberg, en fait. Donc, par exemple, via une page dans laquelle il y aurait des blocs réutilisables, mais customisés pour le coup, avec peut-être un système de classes qui permettrait une intégration plus rapide, parce que GreenShift, pour le coup, le fait, mais bon, c'est hyper performant. Après, moi, je suis parti avec ce module-là, mais je me rends compte qu'on pourrait peut-être s'en passer et puis vraiment rester sur Gutenberg, tout simplement. Sauf qu'il y a ce petit blocage, moi, qui m'empêche d'être uniquement sur Gutenberg parce que l'intégration d'une bibliothèque de composants, elle est assez complexe en fait sur Gutenberg, quoi. Même s'il y a le thème JSON, bon.
Ok, alors, si je comprends bien, toi, ce que tu aimerais sur Gutenberg, donc on parle de Gutenberg, pas de Figma, Ouais, à un moment avoir un endroit où on visualise tout ce qui est disponible. C'est ça? ouais, exactement. Parfait. Alors, moi, souvent, ce que j'ai fait, c'est que, donc moi, déjà, donc on va parler de blocs Gutenberg et pas de composants. Comme ça, on va pouvoir parler de blocs simples, comme des blocs de texte, mais aussi de blocs complexes qu'on appellera composition. Donc, par exemple, un bloc média et texte avec un CTA directement dedans, etc. Que je faisais à un certain moment, c'est que donc déjà, tous les blocs, je les triais par type. Donc, il y a des blocs de texte, il y a des blocs de mise en page, typiquement colonne, groupe, etc. Média et texte, pour moi, c'est des blocs de mise en page. Il y a des blocs médias, donc images, embed, etc. Et ce que je faisais, c'était que je faisais une page brouillon par famille de blocs, en fait. Et Ouais. dans cette page, donc ces 3-4 pages brouillon, restées en brouillon, elles étaient dédiées à mes clients. Et en fait, dans ces pages, je mettais tous les blocs disponibles dans toutes les options, en fait. Ok. Et je documentais ça. Et D'accord, donc, ouais. le client, en fait, il avait toujours ces pages de brouillon. Voilà. Après, la deuxième option que tu as, c'est de créer un custom post type que tu appellerais, guide d'utilisation, par exemple. Et du coup, comme ça, tu peux publier ces choses-là si tu as envie de les publier. Mais en tout cas, tu peux sortir ça de la gestion des pages. C'est intéressant. Il faut juste faire attention, selon moi, à ne pas indexer ces types de postes. Bien sûr. Voilà. Et puis sur la question de l'outil, en fait, donc potentiellement, tu aimerais bien enfin, si tu as la possibilité, tu aimerais bien te passer. En fait, ce que je disais tout à l'heure, pour voir ce qu'il est possible de faire, à mon sens, tu fais 60-80% de ce qu'on voit sur le web avec du natif Gutenberg. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où pour chaque bloc, tu as vu toutes les options natives, que ce soit les alignements horizontaux, verticaux, les placements sur la grille et toutes les options potentielles que tu as sur la droite, sur la colonne de droite. Alors, je rappelle que les options qu'on a sur la colonne de droite, en fait, on peut aussi les verrouiller. L'option de bordure, on peut très bien, même si un utilisateur met qu'il veut une bordure de 5 pixels, derrière en CSS, on peut très bien verrouiller et dire non, ça sera à tout prix. Dès qu'il y a une bordure, c'est que 1 pixel. Ça se fait très très bien. Donc à partir du moment où tu as une très bonne idée de toutes les options natives de tous les blocs, déjà, tu as une très bonne idée de voir comment tu peux les détourner ou comment tu peux les réécrire, on va dire. Je vais donner un exemple tout simple. Quand tu prends les médias et textes aujourd'hui, c'est uniquement image à gauche ou à droite et le texte est à côté. Voilà. Aujourd'hui, nativement, tu n'as pas la possibilité de faire un média et texte en mode média au-dessus, texte en dessous. Sauf que si tu regardes les options natives du média et texte, tu vois qu'il y a une option d'alignement où tu peux dire mon texte il va être centré en top ou en bottom. Tu vois, tu pourrais très bien te dire que tous les médias et textes dont l'alignement il est top, ils passent en mode mobile, par exemple. C'est une option, en fait. Pourquoi? Parce que ça te génère une classe. Dès que ça te génère une classe, tu peux le manipuler. Donc ça, c'est le premier point, c'est quand tu connais les options, tu sais celles que potentiellement tu peux détourner. Le deuxième point, c'est que tu peux utiliser les contextes pour générer des déclenchements de style. Toujours sur ce média et texte, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Tu pourrais très bien dire que ce média et texte, quand il est au sein d'une colonne, en fait, il passe en mode mobile. Ça, c'est le contexte. Tu as aussi des contextes de templates. Et les deux dernières options que tu as, même trois, donc l'option numéro 3, c'est tu peux poser une classe à la main sur un bloc. C'est une option que je déconseille fortement quand on est en édition de contenu. Pour moi, c'est une option qui doit rester envisageable uniquement quand tu es dans l'édition d'un template, pas d'un contenu. Parce que l'édition d'un contenu, potentiellement, c'est aussi nos contributeurs qui doivent être capables de faire ça. Donc, si nos contributeurs doivent mettre une classe à la main pour que quelque chose se déclenche, pour moi, on a un gros problème d'expérience de contribution. Voilà. Mais en tout cas, la classe à la main, ça peut marcher. Réservez ça au template. Comme certains, voilà, tout ce qui est les alignements en flex, moi, je les réserve au template. Ce n'est pas à nos clients de gérer ça et de comprendre ce que c'est flex. Ce n'est pas leur métier, en fait.
J'ai vu passer hier l'info que BIAPI venait de sortir un thème en fait qui est dispo sur leur repo GitHub, qui est alors il s'appelle DSFR. Oui, Parce avec la charte graphique du du gouvernement. gouvernement, ouais, c'est ça. Ouais, Et en ouais. fait, je l'ai installé en local pour tester comme ça. Et c'est vraiment chouette parce que justement, il y a toute cette bibliothèque de composants basée uniquement sur des blocs en fait Gutenberg Ouais. et qui est disponible en back-office. Et tu as juste à les charger, etc. Et donc, je l'ai exploré un peu comment ils l'ont fait. Je pense que c'est via ThemeJSON parce que j'ai pas vu passer de CSS directement sur les blocs. Donc, Il y en a forcément, mais voilà, en tout oui, cas, oui. c'est un très bon exemple qui montre que la majorité des choses qu'on voit sont faisables. Mm. Mais Tout à fait. donc, du coup, pour finir sur ce que je disais, tu as l'option de la classe à la main, et après, il te reste encore deux options. Et c'est uniquement après ces deux options que tu peux commencer à envisager du bloc sur mesure pour moi. L'avant-dernière option, c'est le register style. Donc, tu vas enregistrer un register style pour un bloc. Ouais. Et donc, ça, c'est bien pour l'éditeur, parce que l'éditeur sélectionne le bloc et il a un bouton sur lequel il va sélectionner le style. Et la toute dernière option que tu as, c'est le combo des options d'avant. Donc, tu peux imaginer un register style qui a des rendus différents selon le contexte, un register style qui se couple à des options natives, des options natives qui se couplent à des contextes, etc. etc. Et rien que quand tu as conscience de ça, tu te rends compte qu'en fait, le bloc custom, tu vas y arriver quand il y a vraiment une règle métier spécifique, en fait. Mais sinon, le reste du temps, tu peux te servir du natif. Ok. Bon, top, merci. Mais de rien. Ça me permet d'enchaîner avec la question d'Adrien. Donc, au cours des 5 années avec Gutenberg, est-ce que tu as des soucis de mise à jour, par exemple la structure des blocs de base qui changent, les classes CSS qui changent? Il me semble que sur la première année, quand il y avait des mises à jour, c'était un petit peu sensible. Après, à l'époque, quand on a fait nos premières mises en prod, donc c'était encore la bêta de Gutenberg, c'était un peu dangereux, mais ça nous a permis d'apprendre. On avait intégré dans la maintenance de notre côté, quand on faisait la maintenance des sites, on avait intégré le fait d'être OK avec le fait de perdre du temps s'il fallait faire des mises à jour complémentaires, s'il y avait eu des évolutions de structure ou de code. Ça a duré, je crois, à peu près 1 an. Mais sinon, aujourd'hui, à chaque mise à jour de Gutenberg, il n'y a vraiment aucun problème. Si vous utilisez des blocs qui sont dispo avec la version bêta de Gutenberg, là, ça peut poser problème. Mais la version bêta de Gutenberg, pour ma part, enfin, en tout cas, je déconseille de l'utiliser en production. Mais voilà, aujourd'hui, c'est suffisamment stable. Donc, en maintenance des blocs, aucun problème. Emmanuel, comment est-ce que j'intègre l'IA dans mon workflow? Alors, moi, je vais l'intégrer sur des questions aujourd'hui de copywriting, en fait. Sur des questions de layout, en fait, aujourd'hui, tous les layouts qu'on peut croiser sur le web sont quand même assez. On a des nouvelles choses qui arrivent, on a des belles choses, mais des nouvelles choses en termes de mise en page, on n'en a pas non plus beaucoup, beaucoup. Donc, j'estime que c'est pas sur la mise en page qu'en fait on va être surpris et qu'il y aura des effets waouh. Par contre, c'est un outil hyper intéressant sur le copywriting, parce que pour ma part, le copywriting a beaucoup d'importance dans les designs. On ne design pas toujours avec les contenus définitifs du site qui sont prêts. Par contre, moi, je trouve que c'est important de designer au moins avec les contenus de tous les contenus de type titre. Donc, tous les niveaux de titres qu'on a sur des pages qu'on design, avoir des contenus pour ça, ça me paraît le minimum. Et de temps en temps, du coup, l'IA me sert pour m'aider à générer ces contenus-là quand j'ai pas forcément soit le temps, soit la compétence de les créer. Y a-t-il d'autres questions?
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on m'avait envoyé quelques exemples de sites un petit peu Donc, j'ai regardé quelques... On m'a envoyé des sites et j'ai regardé quelques exemples de sites qu'on peut réaliser facilement. En tout cas, avec un petit peu de réflexion avec Gutenberg. J'ai trouvé celui-là, par exemple, qui est intéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'en fait, c'est un site où on a de la vidéo en intro, on a des mises en page un petit peu impactantes, un petit peu extrêmes, etc. Mais en fait, quand on décompose ce site, quand on connaît un petit peu les blocs Gutenberg et qu'on le décompose, il se fait plutôt bien. Là, on a un bloc vidéo où, en fonction du format, on pourrait avoir un bloc bannière. Donc, le bloc bannière nativement n'accepte pas la vidéo. Sauf changement, mais il n'accepte pas la vidéo. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est un bloc vidéo, et après, tout simplement, les éléments qu'il y a sur le bas, donc le hightail et le bouton, en fait, ça pourrait être un élément qui est en dessous de la vidéo, et en fait, on peut détecter après en CSS le premier élément où on y mettrait une classe, par exemple, qui vient après la vidéo qui est en full screen, et cette vidéo, c'est le premier élément du contenu, en fait, ça vient en margin top négatif et ça vient se placer dessus. Donc ça marche très très bien. Là, on a un bloc en pleine largeur, donc ça, c'est la grille full, très bien. Là, on a quelque chose où on a un fond qui est fixe, en fait, et du contenu qui vient de cette manière-là. Donc, l'animation du contenu, l'apparition, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on sait comment on fait l'animation et comment elle est déclenchée, on sait que ce texte qui vient de plus en plus visible, en fait, cette animation, elle n'est pas gérée avec WordPress ou Gutenberg. La responsabilité, c'est le thème. Donc, c'est dans le code du thème, en fait. Donc, WordPress et Gutenberg ne sont en aucun cas une limite pour faire des choses comme ça. Ça peut être de la bannière avec le fond qui reste fixe et qui s'en va quand la bannière est terminée. Là, vous avez un système où là, il y a peut-être quelque chose de custom à mettre en place, parce qu'on est sur un système de pseudo-galerie. Alors après, qui est peut-être discutable, parce que le lien visuel entre le titre, le texte et la photo, il est vraiment pas évident. Mais à la limite, pour ça, on pourrait avoir un bloc custom que je ferai avec ACF, par exemple. Ensuite, on a de la section. On a de l'image avec quelque chose qui vient par-dessus. De toute façon, ça fait partie de l'image. Là, on a de la bannière. Dans la bannière, on a une première colonne, où on a peut-être 3 colonnes. On a les premières qui sont vides. Et là-dedans, sur la partie de droite, c'est le contenu d'une colonne dans lequel on a remis une colonne. Et ça vient s'intégrer facilement. Là, on a de nouveau une section. Ça, c'est un autre type de bannière. Donc, quand on a plusieurs types de bannières, ce qu'on va faire, typiquement, c'est créer des registres styles pour que, en fait, on sélectionne une bannière et qu'on puisse simplement dire la bannière s'active avec ce style-là. Ça peut aussi être une bannière au sein d'une colonne qui prend ce layout-là. Donc, on a colonne 1, soit on a une colonne vide ici, soit on a un gros gap. On a une colonne 2 dans laquelle on a du blog. Donc, ça, c'est le blog, c'est le blog query. Là, pareil, ça, c'est une section avec un fond. Donc, voilà, on est sur des sites qu'aujourd'hui, on jugerait modernes, mais qui sont pleinement compatibles. On avait un autre qu'on m'avait transmis, c'est celui-là. Donc là, c'est pareil. On peut se poser la question. Donc, il y a une vidéo en intro. Donc, soit on prend le bloc qui s'appelle vidéo. Donc, la différence entre le bloc vidéo et un bloc embed, c'est que le bloc vidéo, la vidéo, elle est hébergée sur votre serveur, en fait. Donc là, il faut faire attention. Mais vous avez le bloc vidéo, vous avez, oui, ce texte qui défile. Je ne vous ai pas attendu, j'ai fait quelques tests avant. Si on va sur une page, à chaque fois, le texte qui défile, c'est le titre. Alors, pas sur celle-là. Mais à chaque fois qu'on a cette mise en page, le texte qui défile, c'est à chaque fois le titre, en fait, de la page. Donc, il y a un bloc, voilà, là, il est pareil. Il y a un bloc titre de page qui existe, en fait. Donc, le défilement, c'est de l'animation. L'animation, on sait maintenant où c'est. Ça fait partie du code qu'on peut mettre
CSS et JavaScript dans le thème. Donc, ce n'est pas WordPress qui rend ça pas possible ou pas possible, c'est soit les compétences, soit le budget projet qui rend ça faisable ou pas faisable. Mais en tout cas, voilà, on a des transitions de page aussi. Ça, c'est géré par le thème. Là, on a des petits éléments graphiques. Donc ça peut se gérer avec des séparateurs ou avec des styles de colonnes, par exemple, parce que là, les éléments sont mis en page en colonne. Ça, c'est du type du contenu. Là, on a l'apparition d'une image. Donc, soit on a le choix, soit c'est ça ne sera pas forcément en vidéo, ça peut être la succession de 2 images, ou ça peut être géré. Alors, si ça c'est du vectoriel, l'ensemble peut être géré avec avec des formats d'images animés, par exemple. J'ai plus le nom en tête. Mais voilà, en tout cas, sinon on peut avoir 2 images séparées, une image avec le pack, une image avec la déco. Et vous voyez qu'en fait, la déco venait s'activer au bout d'un moment, alors qu'une seule fois. Alors, la déco qui venait s'activer quand exactement, on m'a du loti. Merci Thomas. J'avais Lofi en tête, mais on est dans un autre registre. Il faut juste voir si le loti, si ça c'est du bitmap, si c'est vraiment pertinent. Mais en tout cas, ça peut être une solution. Donc après, là, on est sur des systèmes de colonnes. On a de l'apparition des textes, ça apparaissait de la transition, c'est du JS, du JavaScript, donc c'est dans le thème. Et en fait, tous ces éléments-là, là, on a surtout beaucoup de micro-interactions en fait, qui apparaissent. Et à partir du moment où on se rend compte que la micro-interaction, ce n'est pas de la responsabilité du CMS, mais c'est de la responsabilité du thème, en fait, ben, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont faisables. Parce que là, en termes de mise en page, quand on y regarde, on a quand même des choses qui sont assez structurées. On n'a pas des mises en page explosées dans tous les sens. Donc en fait, on peut facilement imaginer ces mises en page-là avec Gutenberg. Voilà. Pendant que je parcours l'exemple, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez proposer par exemple un site qu'on peut observer pour voir s'il est faisable ou pas. Donc Emmanuel, il faut donc choisir le thème en fonction des transitions animations dont il dispose. Alors, en fait, à mon sens, faire un site de ce type-là, c'est uniquement si on fait du thème custom, en fait. Pour moi, le thème, c'est avant tout une question. Si on ne fait pas du thème custom et qu'on travaille avec un thème natif, la première question, l'animation, c'est loin d'être la première question, en fait. L'animation, c'est loin d'être une priorité. La priorité, c'est d'abord le rendu du contenu. Et tant qu'on n'a pas un rendu satisfaisant, on n'a pas d'animation. Donc, pour répondre à la question littéralement, oui, il faudrait, si vraiment on veut faire des sites avec des micro-interactions, bah, ces micro-interactions sont mises à disposition par le thème. Donc oui, ça me permet aussi de rebondir sur le fait que sur des questions d'Elementor, par exemple, faire des micro-interactions dans Elementor, pour moi, c'est un non-sens. Parce qu'en fait, faire des éléments de micro-interaction, ce n'est pas de la responsabilité de l'éditeur, du contributeur, en fait. C'est de la responsabilité du créateur. Et en fait, on parle toujours de vouloir maîtriser les choses pour pas que le client explose le design du site. Mais en fait, c'est tout aussi pas viable du tout de faire déclencher les animations avec un builder. Parce qu'en fait, le jour où ces animations changent de charte, entre guillemets, ben, vous avez le droit de toutes les refaire à la main sur toutes vos pages. Donc pour moi, l'animation, c'est quelque chose qui se travaille en code parce que en fait, l'animation, c'est pas quelque chose elle doit se déclencher tout seul, elle doit être anticipée par le créateur du site et elle doit être maintenable. Et si elle doit être maintenable, cohérente, etc., pour moi, elle n'a rien à être gérée dans un builder, mais elle doit être gérée dans le thème. Donc, oui, si demain, vous ne créez pas un thème custom de vos mains et que vous voulez de l'animation, ben, il faudra trouver un thème qui fait de l'animation. Mais bon. Ou sinon, quand on veut faire des sites de ce type-là, en fait, avec des interactions, des sites de ce type-là, pour moi, on est plus soit sur un thème custom, soit vous allez créer, par exemple, un plugin qui va venir
charger du code en plus pour déclencher des animations. Mais je ne choisirais pas un thème parce qu'il fait des animations. Je préférerais choisir un thème qui n'est pas animé, mais qui est propre, et derrière, faire créer un plugin dont le job va être de surcharger et de ramener encore du code qui va permettre de déclencher des animations. Est-ce que ça répond à la question? Alors on m'a aussi transmis d'autres sites qui sont là, par exemple, vous voyez, des petites voilà, sites un petit peu créatifs. Là, on a une petite parallaxe. Voilà, bah, c'est simple, hein. Ça, c'est un bloc natif qui s'appelle Media et Text. Et en fait, il suffit de créer un register style qui s'appellerait parallaxe. En fait, vous appliquez le register style au Media et Text et ça déclenchera la parallaxe sur le média. Voilà, vous pouvez là aussi, il y a des petits effets de parallaxe. Bah, c'est pareil, en fait, c'est des blocs de texte, des blocs de titres. Ici, vous avez une image, et une image, elle peut aussi avoir ce register style parallaxe. Et en fait, dès que ce register style est sélectionné, bah, ça déclenche la parallaxe sur l'image. Ça peut très très bien marcher. C'est en aucun cas WordPress ou Gutenberg qui limite, mais là, c'est plus quelle expérience de contribution on imagine, et puis de quoi on a besoin. Mais à partir du moment où on sait coder de la parallaxe, ces deux premiers éléments, ils sont faisables facilement, même le fond, il est faisable, sans aucun problème. Voilà. Là, pareil, on a des éléments qui s'animent, donc soit on va faire quelque chose de custom pour générer le déclenchement, l'apparition des pièces exactement au moment où on veut. Donc ça, de toute façon, ça sera du custom. Soit on a des petits éléments comme ça avec le compteur. Mais voilà, alors c'est pas du tout anecdotique, loin de là, mais dans l'expérience globale du site complet qu'on trouve créatif, en fait, on se rend compte que ce qu'on trouve créatif, ça tient à pas grand-chose. Ça tient à un petit peu de parallaxe, ça tient surtout à de la DA. Ça, c'est du texte qui défile, bah, c'est un bloc de texte auquel on peut assigner un style et ça va le faire défiler. L'apparition de ce texte-là, c'est la même chose en fait, c'est un déclenchement en JavaScript. Donc à partir du moment où on se rend compte que tout ça, en fait, c'est la responsabilité du thème, bah, en fait, on sait qu'on peut le faire. Et on sait que WordPress n'est pas limitant pour ça, du tout. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez réactiver vos micros. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore ce webinaire. Il y en a encore une. Pour le register style, je le mets dans le thème enfant. Non, le register style, alors si on travaille avec un thème enfant, oui, mais le register style, en fait, c'est plutôt au niveau du fonction.php où on va appeler un fichier dédié à l'enregistrement des register styles. Donc, c'est pas du CSS, le register style, vous l'enregistrez soit en PHP, soit en JavaScript. Et c'est quelque chose qui, quand vous l'activez sur un bloc, va générer une classe sur le bloc. Et du coup, bah, cette classe va être générée par un clic de l'utilisateur, ce qui est très pratique. Et en fait, bah, dans le CSS, comme on a une classe, eh ben, on peut générer un comportement visuel. Mais en tout cas, voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on arrive à la fin de ce webinaire. Bien sûr, le replay sera disponible. Vous le recevrez par mail. Et puis, si vous avez la moindre question sur tous les sujets sur lesquels on vient de passer aujourd'hui, eh ben, je suis disponible sur les réseaux, sur LinkedIn, via mon site, etc., etc.
c'est on ne peut plus facile. Merci à toutes et merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui et d'être aussi fidèles de webinaire en webinaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire WordPress, ou en tout cas pour le prochain webinaire Better. Merci à tous.